qu'est-ce que ça va te faire de devenir grand-mère ou grand-père? Comment tu vois les choses? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Et moi, j'imagine que je vais avoir besoin de toi pour ça. Je vais aussi avoir besoin que tu sois là, peut-être les quelques jours après l'accouchement, peut-être même le premier mois. Enfin, il faut pouvoir discuter. Hey hey! Allez, si vous écoutez la matrescence, c'est que vous êtes prêt ou prête à entrer dans le monde de la parentalité ou bien que vous êtes déjà dans le cœur de ce tumulte bouillonnant, merveilleux, mais éreintant. La matrescence, pour faire court, c'est la contraction des mots maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère sur le plan psychologique, physiologique, neurologique et sociétal. On explore le changement d'identité qui s'opère chez nous les parents, parce que la patrescence, ça existe aussi. Je m'appelle Clémentine Sarlat et avant de devenir chef d'entreprise presque par accident et podcasteuse à presque plein temps, j'ai été pendant 7 ans journaliste sport à la télé. Donc vous m'avez peut-être déjà aperçu dans votre télé quand je parlais de rugby ou de tennis. En juillet 2018, j'ai quitté mon CDI et ma vie parisienne après l'arrivée de ma première fille en n'ayant aucune idée de ce qui m'attendait. En mars 2019, j'ai créé ce podcast depuis chez moi à côté de Bordeaux pour trouver des réponses à mes questions de jeune maman et aux bouleversements majeurs que je venais de vivre. 3 enfants rapprochés plus tard, ce podcast, La Matrescence, se développe pour vous accompagner, vous faire rire, vous faire pleurer un peu, mais surtout pour vous faire découvrir de nouveaux horizons en tant que parent. Rien n'est laissé de côté, je vous le promets. Embarquez avec moi pour une expérience intense. Promis, vous en ressortirez différent et j'espère plus aligné avec vous-même. Ah si, dernière chose, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute, c'est le meilleur moyen de donner de la visibilité à ce podcast. 1000 merci, let's go. Dans ce podcast, on vous a écouté. Vous nous avez demandé ce sujet des dizaines, voire des centaines de fois, et nous y voilà. La relation entre parents et grands-parents. Devenir parent vient bousculer la hiérarchie familiale. Certains grands-parents sont trop intrusifs, d'autres trop absents, tandis que pour une autre partie, ce changement se passe sans grand souci. Myriam Cassin, psychologue clinicienne, thérapeute familiale et addictologue, mais aussi fondatrice de l'Institut Michel de Montaigne, vient nous éclairer sur ce qui fait la spécificité de cette nouvelle donne dans la famille avec l'arrivée d'un petit enfant. Pourquoi les grands-parents sont différents des grands-parents d'avant? Qu'est-ce qui se joue dans cette nouvelle configuration? Pourquoi est-ce que parfois il y a des tensions? Comment repartir dans un cercle vertueux au sein de la famille? Ce sont toutes ces questions que l'on s'est posées avec Myriam. Les grands-parents et la nouvelle génération de parents peuvent parfois se sentir en grand décalage, mais pour celles et ceux qui voudraient être présents, prendre leur place peut parfois s'avérer difficile. Alors plongez avec nous dans ce monde merveilleux des grands-parents. Bonjour Myriam. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir dans ce podcast. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation parce que ça fait très longtemps que je veux parler des grands-parents et vous avez fait une conférence ici à Bordeaux sur ça, donc je sais que je suis tombée sur la bonne personne. Merci en tout cas de m'avoir invitée sur ce thème. Alors, on va parler des grands-parents parce qu'aujourd'hui, c'est un sujet très important dans les familles et c'est un sujet qui a beaucoup évolué depuis plusieurs décennies. Ma première question, elle vous concerne vous d'abord. Pourquoi est-ce que vous avez voulu devenir psychologue et surtout accompagner les familles? Je pense que j'ai appris très tôt à me préoccuper des autres. Je n'irai pas plus loin. Dans votre histoire personnelle, oui, c'est ça? Oui, mais je pense que beaucoup de soignants ont appris très tôt à s'occuper des autres, à être sensibles à la détresse des autres. Et donc, quand vous êtes devenue psychologue, vous avez tout de suite aussi voulu être tournée vers la famille ou c'est venu après? Non, pas du tout. Quand je suis devenue psychologue, j'ai été assez vite après addictologue. Je me suis occupée beaucoup en particulier de femmes polytoxicomanes. Mais très vite, j'ai compris, malgré les formations que j'avais eues pour faire de la thérapie individuelle, que sans l'entourage, on avait trop de limites dans les soins. En particulier chez les enfants, bien sûr. Mais ça m'a évidemment beaucoup orientée vers la prise en charge des familles, des parents, voire des grands-parents. Parfois, on fait des thérapies familiales à 3 générations. Voilà, donc ça a été... Entre-temps, j'avais fait une licence d'ethno, donc je me suis beaucoup intéressée au groupe. Voilà, ça a été ça, la motivation.
Alors, ça fait plusieurs dizaines d'années aujourd'hui que vous exercez Ah ce oui. métier. Donc, vous avez vu une évolution depuis que vous avez débuté. Est-ce que votre accompagnement a changé au fil du temps envers les familles? Aujourd'hui, on est en 2024. Est-ce que c'était la même chose quand vous avez débuté? Heureusement pas, en tout cas pas à l'Institut Michel Montaigne. On a fait évoluer notre façon de travailler en fonction de connaissances scientifiques. Voilà, c'est-à-dire que à moins, je pense, d'être dans l'idéologie, on ne peut absolument pas travailler même comme il y a 10 ans. Alors qu'est-ce qui est apparu ces 30 dernières années, mais surtout depuis 10 ans, sont toutes les connaissances qui nous ont été apportées par les neurosciences sociales et affectives, c'est-à-dire comment fonctionne le cerveau. Et ça nous a beaucoup aidé à voir quel est l'impact d'un certain type de relation sur le développement de l'enfant. Ça a été un grand champ de découverte. En particulier, c'est l'attachement. Donc très difficile aujourd'hui de travailler sans la théorie de l'attachement, qu'il s'agisse en thérapie familiale, ça va de soi, mais également en thérapie de couple, par exemple. Et puis l'autre grand champ de développement des neurosciences sociales et affectives, ça a été l'impact des humiliations jusqu'à l'impact du psychotrauma sur l'adaptation du cerveau et donc l'adaptation des êtres humains. Et chez les enfants et les adolescents qui ont un cerveau qui n'est pas mature, évidemment, c'est très lourd de conséquences quand on est dans des domaines dans des champs familiaux très maltraitants. Donc forcément, si vous voulez, ça nous a appris à modifier nos pratiques parce qu'on ne soigne pas les troubles de l'attachement ou les blessures d'attachement et les psychotraumas avec la systémie seulement ou la psychanalyse ou voilà. Donc on a dû intégrer un certain nombre de ces connaissances à nos pratiques. Donc ça a vraiment évolué, oui. Et nos patients aussi ont évolué beaucoup. Les demandes ont évolué, j'imagine. Oui, absolument. Et vous voyez une accélération ces 10 dernières années par rapport aux 30 premières ou il y a du changement sous quelle forme? Le changement essentiel, c'est l'éclatement des familles. L'éclatement des familles. Bien sûr, et le fait qu'on ait de plus en plus de familles monoparentales, d'enfants de parents séparés, avec des multiples séparations. La séparation en soi n'est pas un problème. Il vaut mieux se séparer que de se disputer, se battre devant les enfants. Mais avec une pérennité des familles qui est beaucoup plus courte, qui n'existe plus aujourd'hui quasiment. Et c'est vrai chez les grands-parents aussi, d'ailleurs. On va en parler. C'est vrai, vous avez Donc ça, raison. c'est des perturbations essentielles. Puisque la famille, aujourd'hui, prend un sens très large. Si on prend les familles recomposées, parce qu'il y a plusieurs grands-parents, il y a l'autre famille de la séparation, c'est vrai que ça peut faire beaucoup de monde à gérer dans les interactions familiales pour les enfants, juste de voir à quoi ça ressemble leur Absolument. famille. Et ça, c'est un des changements essentiels. Si vous voulez, il y a 40 ans ou 50 ans, sans être vraiment basséiste, la plupart des enfants avaient 4 grands-parents. Et les grands-parents avaient 6, 7 petits-enfants. Alors aujourd'hui, c'est l'inverse. Vous pouvez vous retrouver dans des familles recomposées où il est fréquent que vous ayez 6 ou 7 grands-parents parce que vous avez adopté comme grands-parents psychiquement des grands-parents qui ne sont pas vos grands-parents biologiques, mais qui sont les parents de quelqu'un qui a vécu avec votre père ou votre mère pendant 15 ans, qui vous a élevé. Et ces grands-parents ont souvent peu de petits-enfants. Donc on est dans un rapport inverse. Ah oui, c'est très intéressant. C'est vrai que la base n'est plus la même. On va dans une pyramide non, inverse. Pas du tout. Et la question qui se pose d'ailleurs, c'est le droit des grands-parents non biologiques. C'est une question qui n'est pas encore tranchée du tout. C'est la même question que pour les beaux-parents d'ailleurs. Voilà. Ça, c'est un grand changement. Oui, donc c'est vrai que la cellule familiale a changé de composition, ne prend plus la même forme. Il n'y a plus de modèle classique aujourd'hui. Plein de formes peuvent venir et donc ça modifie votre façon de faire de la thérapie en famille. Vous êtes spécialiste de la thérapie familiale intégrative. Vous avez écrit un livre là-dessus. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Absolument. La thérapie familiale classique va travailler sur les rôles, les fonctions de chacun, ce qui se transmet sur le plan transgénérationnel, etc. C'est un outil très important pour aider chacun des individus qui composent la famille à aller mieux. Mais comme dans l'équipe de l'Institut Michel Montaigne, on s'est toutes formées à la théorie de l'attachement et au traitement du psychotrauma, parce qu'on a quand même beaucoup de gens, population générale, qui ont des psychotraumas, qui ne sont pas repérés ni traités. Notre formation nous a amené à intégrer ces techniques
de traitement des blessures d'attachement, traitement du psychotrauma à la thérapie familiale. C'est ce qu'on appelle une thérapie familiale intégrative. C'est-à-dire qu'on a intégré d'autres types de méthodes et on en a aussi créé. Parce que dans le cadre de la thérapie familiale, on a aussi, par exemple, moi dans mes pratiques, je peux utiliser des enfants quand ils sont adultes, 20 ans, 22 ans, comme des outils de réparation des blessures d'attachement de leurs propres parents. Ce qui, en retour, solidifie leur lien d'attachement. C'est très technique, en fait, dans ce cadre-là, mais c'est très riche parce qu'on travaille avec toutes les ressources de chacun des membres de la famille. Et c'est dangereux aujourd'hui, je pense, vous voyez, de faire des thérapies familiales ou d'autres types de thérapies sans savoir ce qu'est la théorie de l'attachement, sans avoir en tête qu'un psychotrauma peut être à l'origine d'un isolement social, par exemple. Et penser qu'à ce moment-là, on a une phobie sociale et pas un psychotrauma, c'est une erreur qui est très préjudiciable pour les patients. Voilà, donc c'est ça l'intégratif aussi. Ça nous a, on a été amené à développer ce modèle aussi parce qu'on a été un des premiers centres à créer un centre de traitement du traumatisme psychique. Voilà, c'était il y a plus de 15 ans. On a un peu tendance à imaginer la thérapie familiale avec des parents avec des enfants jeunes, on va dire moins de 12 ans, parce que dans la hiérarchie de la famille, c'est plus simple. Ça arrive souvent que des enfants adultes soient avec leurs parents qui sont plus vieux. En tout cas, ce qui est très fréquent, c'est les thérapies familiales avec des adolescents. Ok. Donc largement plus de 12 ans. Ok, donc ça, c'est plus fréquent. Ils ont 15 ans, 16 ans, 18 ans, ils sont déscolarisés, ils fument beaucoup de cannabis, ses parents sont très inquiets, voilà. Ok. C'est fréquent. Mais on a aussi beaucoup de thérapies avec des jeunes adultes pour lesquels la relation s'est détériorée avec les parents. Parfois, ils ne vivent plus du tout avec les parents, mais la souffrance des uns et des autres est devenue intolérable et donc ils arrivent en thérapie. D'accord. Voilà. Là, par exemple, actuellement, j'ai une thérapie familiale avec 5 adultes, 3 fils majeurs. Aucun ne vit à la maison. Ils viennent avec leurs parents parce qu'il y a trop de disputes quand ils se rencontrent. D'accord. Ah oui. Sur les réunions familiales, c'est trop oui, tendu. Bien sûr. Et ils ont tous parfaitement compris que c'est pas le moment même de la rencontre qui est le problème, mais c'est sans doute comment ils ont construit leur lien avant. Donc oui, c'est fréquent aussi. D'accord. Alors aujourd'hui, on veut parler des grands-parents qui font partie de cette cellule familiale. Absolument. Et qui peuvent être des acteurs majeurs dans la parentalité, dans l'aide avec les enfants assez petits. Est-ce que être grand-parent aujourd'hui, c'est différent d'être grand-parent il y a quelques années ? Ah oui, je pense vraiment. La première chose qu'il faut dire, c'est que sociologiquement, les choses ont évolué et un certain nombre de grands-parents ne sont plus proches géographiquement de leurs petits-enfants. Parce que les jeunes vont travailler ailleurs, parce que on fait plus sa vie forcément dans la région dans laquelle on a grandi. Donc ça, c'est un élément qui est quand même très important, puisqu'historiquement, les parents et les grands-parents, géographiquement, n'étaient pas très loin les uns des autres. Ça, c'est un premier changement sociologique qui va quand même influencer les relations. Ensuite, évidemment, c'est la révolution éducative qui va le plus modifier le rapport des grands-parents à leurs petits-enfants. C'est qu'aujourd'hui, on a une rupture de la transmission. On a toujours eu, historiquement, si on regarde un peu comment ça s'est passé, ne serait-ce que du début sur le XXe siècle, par exemple, le modèle éducatif était sensiblement le même, du début à la fin, jusqu'à mai 68. On transmettait des parents. Le même type d'éducation, le respect de l'école, des savoirs, des anciens, des formes de politesse, on ne parle pas à table, etc. Autant de choses dont je ne suis pas du tout passéiste, mais qui facilitaient les relations entre parents et grands-parents, puisque les parents, souvent, se contentaient, entre guillemets, mais c'était culturellement valorisé, de transmettre ce qu'ils avaient reçu de ce qui sont devenus entre-temps les grands-parents. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Et alors, on a vraiment une espèce de révolution actuelle avec les critères d'éducation bienveillante, donc en l'occurrence d'éducation non violente, ça c'est très important, face à laquelle certains grands-parents ne comprennent rien du tout. Et dans la conférence dont vous m'avez parlé, pour l'école européenne des grands-parents, j'ai eu beaucoup de questions de grands-parents très émouvants qui se disaient, bon, mais alors, si on ne peut plus leur crier dessus et si on ne peut plus les punir, qu'est-ce qu'il nous reste ? Voilà. C'est qu'à eux, il leur manque l'éducation autour de comment on éduque de manière non violente. Absolument. Puisque eux, on leur a transmis cette éducation-là de leurs parents. Absolument.
Et comme beaucoup d'enfants qui ont pu être battus ou un peu maltraités, ils ont cette phrase toujours terrible qui est « mais moi, pour moi, c'était très bien, je m'en suis sortie ». J'en suis pas mort. Voilà. Mais j'ai un public de grands-parents qui avaient envie de bien faire et de changer. Donc, de mon point de vue, c'est ça, ces deux aspects. Vous voyez, l'éloignement géographique pour certains, et puis en plus, la rupture de la modalité éducative. Oui, parce qu'aujourd'hui, on se tourne moins vers nos parents pour avoir des connaissances, mais on va aller écouter des podcasts, on va lire des livres, on va regarder des conférences, on va chercher en dehors de la sphère familiale. Et donc, on bouscule leur posture de sachants et de personnes qu'on respecte. C'est ça un peu qu'ils ressentent? Absolument, mais c'est vrai aussi pour les parents avec leurs enfants quand ils sont ados. Hein. Ça fait un petit moment déjà que les parents n'apparaissent plus comme des sachants. Pour les adolescents, ce sont plutôt les relations horizontales qui fournissent ça. Et donc, le fait d'être bousculé dans cette posture-là fait qu'aujourd'hui, les grands-parents savent plus trop où ils se positionnent? Alors, il y a le fait d'être bousculé, il y a aussi le fait de ne pas être considéré comme une source de transmission. C'est encore deux choses, vous voyez, parce qu'on peut être bousculé dans sa manière d'élever des enfants, mais je crois que le rôle essentiel des grands-parents, c'est quand même d'inscrire les petits-enfants dans la filiation, c'est-à-dire dans une histoire. Et souvent, les grands-parents peuvent parler avec leurs petits-enfants de tas de choses qu'ils n'ont pas évoquées avec leurs propres enfants. Et ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Surtout que lorsqu'on s'intéresse à ce que les enfants vivent avec leurs grands-parents, la plupart du temps, statistiquement, les grands-parents apparaissent comme des îlots de sécurité. Aujourd'hui encore, sur le plan affectif. Donc ça, c'est très important. On a des travaux scientifiques américains qui montrent que les petits-enfants qui ont des relations régulières avec leurs grands-parents sont en meilleure santé mentale. Parce que c'est important pour tous les êtres humains d'avoir plusieurs figures d'attachement. Et pour un enfant, c'est quand même bien de ne pas avoir que les parents, qui peuvent être à un moment donné quand même très fatigués, désorientés, voire en difficulté. Pourquoi est-ce que c'est devenu un sujet de préoccupation? Je vous pose cette question parce que si j'ai voulu faire ce podcast, c'est que j'ai reçu des dizaines et des dizaines de demandes de parler de cette relation grands-parents à parents-enfants, parents-adultes, parce qu'elle peut être parfois difficile. Pourquoi c'est devenu quelque chose dont on se préoccupe? Alors je pense que c'est parce qu'il y a une rupture de la transmission, vraiment. Et parce que le souci des parents aujourd'hui, c'est de faire le mieux possible et qui peuvent être très décontenancés par des grands-parents qui auront tendance à faire un peu différemment. En particulier dans le rapport à la loi et à la limite. Et donc, ça suggère aussi que pour certaines familles, tout cela peut déboucher sur des conflits. Et on a quand même pas mal de conflits entre grands-parents et enfants. Et donc, et petits-enfants. Et les petits-enfants peuvent se retrouver otages de ces problèmes. Ce qui, évidemment, pour les petits-enfants, est catastrophique. Qu'est-ce qui se joue quand un parent voit son enfant devenir parent? Qu'est-ce qui bouge? Est-ce qu'il y a dans le transgénérationnel, il se passe quelque chose? Mais bien sûr, parce que quand vous devenez parent, la plupart du temps, dans notre mode occidental en tout cas, vous l'avez choisi. Quand vous devenez grands-parents, vous ne l'avez pas du tout choisi. C'est vrai. Éventuellement, vos enfants vous y ont préparé, parfois pas du tout. Et il y a aussi une modification sociologique chez les grands-parents, parce que l'espérance de vie étant de plus en plus importante, heureusement, les grands-parents qui ont 70 ans aujourd'hui ne ressemblent en rien aux grands-parents que moi j'ai eus quand ils avaient 70 ans. Et pour certains, à 60-65 ans, continuent de travailler, de mener leur vie, et n'ont pas du tout, ça aussi c'est un des aspects nouveaux, n'ont pas du tout l'intention d'être esclavagisés par leurs petits-enfants, et donc peuvent se montrer peu disponibles au moment où les jeunes parents ont vraiment besoin de soutien. Oui, donc il y a deux composantes. Il y a ceux qui aimeraient être très impliqués et qui sont tenus à distance par leurs propres enfants, et ceux qui n'ont pas envie d'être impliqués, qui ont envie d'avoir leur vie et qui n'ont pas envie, comme vous dites, être esclavagisés, ou en tout cas être mis à disposition pour aider leurs enfants. Bien sûr. J'ai employé le terme d'esclavagiser parce que c'est le terme qui est employé par certains grands-parents. D'accord. En thérapie familiale, qui vous disent « mais je peux être disponible, mais je ne suis pas l'esclave de ». Voilà. Ce qui peut créer des problèmes dans la relation grands-parents-enfants qu'il n'y a pas eu auparavant. Parce que les parents peuvent s'attendre à ce que leurs propres parents soient disponibles. Ce n'est pas forcément le cas aujourd'hui avec les générations de grands-parents. Ça n'est même pas du tout le cas. Je veux dire que beaucoup de grands-parents, quand ils sont grands-parents à 65, 70 ans, n'ont pas comme statut social que grands-parents.
Ils peuvent être encore au travail, ils peuvent être militants dans des associations, et puis ils font aussi beaucoup de sport parce qu'ils ont vu qu'il fallait en faire tous les jours pour garder une bonne santé physique et mentale. Donc, si vous voulez, il y a un certain nombre d'éléments qui se jouent. Mais je pense que plus profondément, ce qui se joue, c'est la qualité de la relation et de la confiance entre grands-parents et parents. Parce que l'enjeu, c'est quand même la captation de l'enfant. C'est-à-dire que certains parents, à juste titre, trouvent que les grands-parents sont trop présents, prennent trop de place, se mêlent de choses qui ne les regardent pas. Voilà, donc il y a des limites aussi à apporter, pas seulement aux enfants pour leur éducation, mais aux grands-parents, dans la manière dont ils investissent leurs petits-enfants, et également aux parents dans la manière dont ils vont solliciter les grands-parents. Vous voyez, c'est sur plusieurs générations et de façon réciproque, il faut pouvoir discuter de ce à quoi on s'attend, ce qu'on voudrait que l'autre fasse ou pas. Ce sont des conversations que très peu de familles ont. En devenant parent, c'est vrai qu'on est peu à aller voir nos parents, à dire qu'est-ce que t'aimerais être. On va leur demander comment tu veux être appelé. Parce qu'aujourd'hui, on dit plus papier, mamie. Il y en a plein de noms. Mais on ne va pas leur dire tu veux faire quoi dans cette relation, à quel point t'es prêt à être disponible, comment tu veux t'impliquer. Donc chacun est sur des implicites. Et comme toujours, ces implicites, surtout dans une période de crise des valeurs, ça ne peut que déboucher sur un certain nombre de conflits. Bon, ceci dit, il y a beaucoup de familles qui fonctionnent très bien. Oui. Moi, j'ai un biais de recrutement. Je ne vois que les familles où il y a des problèmes. Mais de fait, oui, il faut pouvoir en parler. Il faut pouvoir demander est-ce que chacun attend de l'autre. Est-ce que nos parents, quand ils nous voient devenir parents, ça les bouscule ou ça les remet dans une hiérarchie, dans une position qu'ils n'ont pas choisie? Vous le disiez, ils ne choisissent pas d'être grands-parents. Mais il y en a pour qui ça peut être vraiment quelque chose de très difficile parce que ça montre qu'ils vieillissent, que la vie continue. Pourquoi croyez-vous que beaucoup de grands-parents ne veulent plus être appelés papy et mamie? Ça parle de ça aussi. C'est très choquant pour certains grands-parents de devenir grands-parents. Alors, tant qu'ils ont un nom, c'est une illusion. Tant qu'ils ont un nom que l'enfant va prononcer et qui n'a rien à voir avec papy ou mamie, ça leur convient. Mais ça pose la question aussi de l'acceptation du vieillissement, du temps qui passe. C'est révélateur de ça. Je pense qu'on a beaucoup de mal dans notre société aujourd'hui à accepter le vieillissement, à accepter de n'être plus ce qu'on a été. Il y a quand même le mythe de la jeunesse et dynamique et sportive qui peut miner tout ça. Mais c'est quand même intéressant de ne plus vouloir être appelé papy et mamie ou pépé et mémé. Vous voyez, des choses traditionnelles. Là aussi, on est dans une rupture totale. Mais c'est insupportable pour la plupart des grands-parents. On se demande si les parents continueront d'être appelés papa et maman, je ne sais pas. C'est vrai qu'il y a moins une connotation de vieillesse Évidemment. que dans le papy-mamie, pépé-mémé. Absolument, absolument. Est-ce que aussi pour certains parents, quand ils deviennent grands-parents, voir donc cet enfant être parent, ça veut dire l'accepter qu'il est un adulte, qu'il est autre chose que notre bébé, donc accepter de le voir grandir et de prendre sa place. Pour certains grands-parents, c'est quelque chose de compliqué. Bien sûr, j'allais répondre à cette question que vous aviez posée juste avant. C'est que, on n'a pas choisi d'être grands-parents. Alors, certains l'attendent et d'autres le redoutent. Déjà, donc, vous voyez, pour les généralisations, c'est compliqué. Et puis ensuite, votre enfant n'est plus que votre enfant. Il est aussi un parent. Donc ça renvoie à plusieurs éléments, bien sûr. Ça renvoie au temps qui passe, c'est évident, puisqu'on change de statut, on devient grand-parent. Et puis ça renvoie à une renégociation de notre type de relation avec nos propres enfants quand on devient grand-parent. C'est-à-dire on est forcément poussé, j'ai envie de dire, vers le départ un peu, mais en tout cas un peu plus loin, puisque la nouvelle cellule familiale, ce sera nos enfants avec leurs conjoints et leurs enfants. Et les grands-parents font toujours partie de cette cellule familiale, mais pas de la même manière, en ayant beaucoup plus de distance. Être en périphérie, ça veut dire. Ils sont en périphérie, et puis bien sûr, comme les nouvelles personnes qui arrivent dans la famille, il va falloir négocier aussi avec les valeurs du conjoint de nos enfants, ou de la compagne de nos enfants. Donc, vous voyez, ça fait beaucoup de choses qui, psychiquement, doivent être adaptées. Et parfois, certains s'y adaptent de façon remarquable, et d'autres se rigidifient. Et il peut y avoir des conflits de culture
avec les pièces rapportées, entre guillemets, comme on le dit de façon si affreuse, Ouais. c'est-à-dire les conjoints. Mais cette terminologie de pièces rapportées est intéressante, parce qu'elle est utilisée par des familles qui ont peu de facultés d'adoption. Hmm. Vous voyez, alors l'adoption psychique de nos beaux enfants, elle est évidemment très importante. Et elle est aussi un marqueur de développement ultérieur positif pour les liens avec les petits-enfants. Hmm. Pourquoi est-ce que dans les relations familiales comme ça, on caricature très souvent la belle-mère dans cette ingérence qu'elle pourrait avoir sur la vie familiale, sur la place qu'elle prend par rapport au fils notamment? Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez dans votre pratique ou c'est une caricature? Je pense hélas que c'est une caricature, c'est-à-dire que c'est aussi un sujet de plaisanterie depuis des décennies. Je pense que c'est un des résultats de la société patriarcale, que dès qu'on peut moquer les femmes ou les réduire au ridicule, les discours dominants ne s'en sont jamais privés. Et c'est la même chose. Et donc j'invite les jeunes femmes qui caricaturent leur belle-mère à réfléchir à la sororité aussi. C'est très important. C'est très important. Je les trouve pas plus caricaturales que pourraient être les beaux-pères. Oui, dans leur... De mon point de vue, ça n'a pas de vérité clinique du tout. C'est ça, parce que la caricature dans la famille, c'est la belle-mère qui est trop présente et le beau-père qui fait rien, qui lit son journal sur le canapé et qui s'occupe pas de la vie familiale. Alors ça, il n'y a pas que chez les beaux-parents. Vous savez que pendant le Covid, les femmes ont quand même assuré 70%. Et les jeunes mamans de ce qu'il fallait faire pour les enfants. Donc on n'a pas besoin d'aller chercher les beaux-parents pour ça. On peut regarder les jeunes couples aujourd'hui, hélas, même si ça change, c'est encore une réalité. Est-ce qu'on demande plus ou est-ce qu'on demande moins aux grands-parents qu'avant? Je pense qu'on leur demande différemment, quand ils existent. Parce que beaucoup de grands-parents sont tenus à distance par les distances géographiques. Ça, c'est la première chose. Donc, on essaie de maintenir un lien par vidéo. Bon, là, c'est assez simple. On a les grands-parents une fois par mois. On peut gérer la relation avec eux. Ensuite, statistiquement et sociologiquement, les grands-parents qui sont le plus sollicités en France sont les grands-parents de familles monoparentales. D'accord. Et comme les familles monoparentales sont en explosion, je pense qu'on va avoir un phénomène où les grands-parents vont être de plus en plus sollicités. Sans le vouloir, sans que ce soit un choix. Mais de fait, les statistiques le montrent. Quand vous êtes... Alors, la plupart du temps, ce sont des mamans en famille monoparentale. Les grands-parents maternels vont être beaucoup plus sollicités. Il faut quand même souligner qu'on a une explosion des familles monoparentales. Pas par choix. Si c'est un choix, il n'y a rien à en dire. Mais par contexte où le père a pris des distances ou n'est pas là, ou s'occupe très peu des enfants. Et donc, ce sont des familles qui sont plus vulnérables que d'autres. Non pas par l'état de santé mentale supposé des mamans, mais parce qu'élever toute seule un enfant, c'est très difficile. On a vraiment besoin de tout un village pour élever les enfants. C'est clair. On a besoin d'avoir d'autres recours. Et là, souvent, actuellement, dans une société qui n'est pas très... on n'est pas forcément solidaire entre voisins, parfois on se connaît pas, alors que ça fait 10 ans qu'on vit côte à côte. Les grands-parents vont vont réoccuper une place très très importante. Oui, il y a une différence. Vous faites une différence dans les parents monoparentaux de ceux qui sont en garde partagée, par exemple, où le père et la mère font chacun leur part et c'est un choix commun. Et donc, il y a un soutien, en fait. Et les femmes, majoritairement, qui vont se retrouver seules parce que le père est démissionnaire. Bien sûr. C'est un peu la définition de la famille monoparentale, c'est que le père est plus là. Sinon, c'est une famille séparée. Voilà, ça c'est autre chose. Oui, bien sûr. Bien sûr. Non, là on parle des familles monoparentales, et là les grands-parents deviennent une ressource, bien sûr. Il faut quand même souligner que pour beaucoup de petits-enfants qui ont des grands-parents, les grands-parents sont une ressource affective très importante. Parce qu'aux grands-parents, on peut dire des choses qu'on ne va pas dire aux parents. On peut manger des bonbons, regarder la télé aussi avec eux. On peut faire des choses qu'on transige les règles avec eux. Heureusement. Oui, c'est vrai. Et je crois que pour les parents, il faut qu'ils soient tolérants vis-à-vis de ça. Et qu'ils se rappellent eux-mêmes, s'ils ont eu des grands-parents, tout ce qu'ils pouvaient faire, je souhaite en tout cas qu'ils l'aient vécu, avec leurs grands-parents et qui était interdit chez leurs parents. Et ça, c'est une des caractéristiques de la relation entre petits-enfants et grands-parents. C'est qu'on va faire des choses qu'on ne peut pas faire avec les parents. Se coucher plus tard. Bien sûr. Mais il y a une limite aussi. Il faut que les grands-parents veillent à ne pas faire vivre aux enfants des expériences
que les parents auraient aimé initier. C'est une Voyez bonne remarque. Ça, c'est très important. Mais c'est ce que vous disiez au départ, c'est la communication. Qu'est-ce qu'on laisse faire ou pas? Bien Qu'est-ce sûr. qu'on donne aux grands-parents à vivre et ce qui est réservé pour Bien les sûr. parents? Mais les grands-parents qui, par exemple, disent écoute, après Noël, mes petits-enfants étant en vacances, je les amène tous en Guadeloupe, mais pas les parents, et que les parents n'ont encore jamais pris l'avion avec leurs propres enfants, c'est sujet à dispute. Et de mon point de vue, je pense que là, les grands-parents en font trop. Et qu'il faut laisser aux parents l'essentiel des découvertes fondamentales. Alors, dans les découvertes fondamentales, il n'y a pas que le voyage, évidemment, mais il peut y avoir des initiations. Vous voyez, un certain nombre de mondes qui doivent être discutés avec les parents. Est-ce que vous voyez souvent dans votre pratique des parents qui ne peuvent pas faire confiance à leurs parents pour prendre soin de leurs enfants parce qu'il y a eu trop de traumas dans leur enfance à eux et que du coup les grands-parents ne comprennent pas cette difficulté de leurs enfants de laisser leurs propres enfants? Comment on fait dans les familles où il y a eu ça, il y a eu cette enfance qui a été traumatisante et où il y a un mur qui s'est érigé entre les deux? Vous savez, le pire est l'inverse. C'est-à-dire, c'est de confier ses enfants à des parents qui ont été violents et traumatisants. Et ça, c'est plus courant. Ah, donc des enfants qui vont sciemment confier leurs Alors, enfants. sciemment, non, mais qui ont une histoire pathologique dans le lien, qui ont eu des violences. Et qui ne protègent pas. Et qui ne protègent pas. Et ça, c'est plus fréquent. D'accord. Enfin, non, ce que je vois, toujours pareil. Moi, j'ai un biais de recrutement. Mais même pour beaucoup de familles que je ne vois pas, mais dans des groupes avec lesquels je travaille, le problème est celui-ci, c'est que l'on confie les petits-enfants aux grands-parents qui eux-mêmes ont beaucoup de difficultés. Alors ça, c'est un cadre. Il y a d'autres cadres où parfois les parents n'ont pas du tout été adaptés et seront des grands-parents très adaptés. Donc la généralisation est très compliquée. Ça arrive très souvent. Bien sûr, on voit des grands-parents qui se rattrapent. Exactement. Des gens qui disent « je comprends pas, mes parents, ils sont pas du tout pareils en tant que grands-parents. » Je ne les reconnais pas. Voilà. Ça, c'est très fréquent. Et ça peut arriver. Mais cela, on ne les voit pas forcément en thérapie, mais bien sûr, ça existe. Parce que c'est une manière de réparer le lien pour les grands-parents avec leurs propres enfants. Et de faire, d'une certaine manière, ce qu'ils n'ont jamais fait pour leurs enfants. Donc, quand on a des grands-parents qui prennent leur rôle à cœur, qui s'améliorent, ils le font avec, consciemment ou pas, j'imagine, l'idée de montrer à leurs enfants qu'ils auraient aimé faire mieux et qu'ils vont pouvoir le faire. Je ne sais pas s'ils sont dans la démonstration. Je pense que c'est affectif pour eux. Et qu'une fois que les enfants sont élevés et que finalement ils s'en sont pas si mal tirés et qu'on fait un peu le bilan, pour certains parents, le bilan s'avère violent. C'est-à-dire ils se rendent compte qu'ils ont été trop violents. Entre-temps, nos valeurs ont beaucoup évolué, bien sûr. Donc les grands-parents d'aujourd'hui, s'ils ont été des parents un peu violents, ne peuvent que faire ce constat par rapport aux critères actuels, de toute façon. Et puis, les familles, heureusement, se sont démocratisées. Donc on a quand même un certain nombre de parents qui peuvent dire à leurs propres parents qu'ils ont souffert des humiliations, de la violence, etc. Beaucoup plus qu'avant, bien sûr. Beaucoup plus qu'avant. Et je ne sais pas si après, je ne crois pas que ce soit vraiment du côté de la démonstration de ce qu'on peut faire une fois qu'on a compris ça. Je pense que c'est plutôt du côté de la compensation pour soi. Parce que c'est difficile aussi et c'est pas très gratifiant d'avoir des relations violentes avec ses enfants. Et les petits-enfants peuvent humaniser les grands-parents. De même que les enfants humanisent les parents. Et est-ce que les grands-parents peuvent se sentir aussi libérés de la pression d'être le premier, la figure d'attachement et de se dire, bon là, c'est pas moi le premier responsable. C'est génial. C'est génial. Donc ils ont une liberté qu'ils n'avaient pas. Où vous ne pouvez, en tant que grands-parents, avoir que le plaisir de faire ce que votre petit-fils ou votre petite-fille a envie de faire. Et donc, ça peut se réduire, entre guillemets, à des espaces de partage seulement. Et ça, c'est merveilleux. Pour les grands-parents, mais c'est merveilleux pour les petits-enfants. Et vraiment, j'invite les parents à avoir un peu de souplesse aussi. C'est pas grave, même si les écrans sont interdits, que les grands-parents regardent un film le week-end où ils gardent les petits-enfants. Par exemple, il ne faut pas en faire des enjeux trop forts. Non, pour la relation, je ne crois pas. Vous disiez que certains grands-parents, du coup, peuvent s'autoriser en prenant conscience qu'ils ont peut-être été trop loin dans la violence, dans l'humiliation. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu une discussion avec mon père qui, lui, me disait que c'était surtout le temps
Il a beaucoup travaillé, les hommes, à cette époque, travaillaient beaucoup, c'était leur rôle, ramener de l'argent, et qu'aujourd'hui, il regrette de ne pas avoir passé ce temps avec nous, ses filles, et que je vois que du coup, il veut passer ce temps-là avec mes enfants. Ça aussi, vous le voyez aussi, ces générations-là qui ont beaucoup travaillé chez les hommes, prennent du recul et se disent mince, j'ai peut-être raté. Mais bien sûr, on est déterminé par sa propre histoire, si vous voulez, Bien c'est sûr. évident, individuellement, mais aussi par l'histoire culturelle à laquelle on appartient. Donc la génération de votre père avait comme valeur essentielle en tant que père de pouvoir subvenir aux besoins de la famille, être quelqu'un sur qui on peut compter, et lui-même n'avait peut-être pas vraiment été très proche de son propre père, et etc. Aujourd'hui, c'est en train de changer, c'est vraiment très bien. C'est très très bien. Il y a ça aussi, vous dites, qui a changé depuis les 30 dernières années. Oui. C'est l'implication des Les deux pères, parents, bien des sûr. pères. La coparentalité. Et ça, c'est très très bien. D'abord parce que ça va soulager les mères. Et ensuite parce que les enfants ont besoin de deux parents. Voilà, en tout cas, quand ils les ont à la maison, c'est bien que les deux s'impliquent. Oui, c'est sûr que c'est toujours mieux. Et on est d'accord que ça nous soulage, ça fait du bien. C'est clair. Est-ce que justement les grands-pères font plus leur part aujourd'hui? Sont plus impliqués que les grands-pères d'avant? On n'a pas d'enquête qui puisse montrer ça, mais de fait, dans la conférence, dans l'Association européenne des grands-parents, il y avait autant de grands-pères que de grands-mères. Mais je pense qu'historiquement, dans la littérature ou dans le souvenir des gens, les grands-pères ont toujours compté aussi, d'une certaine manière. Il n'y a pas que les grands-mères qui ont compté. Quand vous écoutez les récits familiaux, vous avez des figures grand-parentales qui comptent aussi du côté des grands-pères. Oui, c'est ceux qui racontent les histoires, Ouais. qui transmettent. Qui sont les héros. Qui emmènent les enfants faire les activités. Par exemple. C'est vrai. Oui, oui. Non, donc je pense qu'on ne peut pas généraliser, mais que de fait, grand-père comme grand-mère quand ils sont présents, les deux le sont. Est-ce que c'est difficile d'avoir une relation saine et équilibrée aujourd'hui entre les différentes générations? Dans le contexte actuel, vous le disiez, les valeurs sont remises en question, voilà, ça bouge beaucoup. Écoutez, il y a des familles qui fonctionnent très bien, très très bien, et qui ont des liens de solidarité. Et ces liens de solidarité, d'ailleurs, on revient à la première question du début du podcast, peuvent se créer avec des gens avec lesquels on n'a plus aucun lien biologique. C'est vrai. Parce qu'entre-temps, on a divorcé, mais on est resté en contact avec les beaux-parents du conjoint qu'on a laissé, enfin, etc. Donc les familles recomposées, elles peuvent être très très riches. Ça peut être une ressource pour chacune des générations également. Et donc il y a pas mal de familles qui se débrouillent bien de ça. Mais c'est toujours la même chose quand vous avez une partie de la population qui est vulnérable. Les changements rapides peuvent être ceux qui vont les plus les affecter, bien sûr. Et puis, il faut aussi reconnaître quand même que la précarité sociale et économique est un facteur de risque pour toutes les relations. Ce qui ne veut pas dire que quand on est un précaire social ou économique, on ne puisse pas être dans une famille qui fonctionne bien. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais je dis juste que c'est plus simple quand on est issu d'une classe sociale favorisée, de faire des repas familiaux, tout le monde à sa place, dans un lieu qui est beau et agréable, d'avoir du temps pour s'occuper de ses enfants et de ses petits-enfants. C'est pas la même chose, le même discours, le même ressenti quand on est dans la précarité. Donc on est en survie psychique, par exemple. Parce que pour avoir la disponibilité psychique pour s'occuper de ses enfants qui sont devenus parents et de ses petits-enfants, soi-même, il faut aller plutôt bien. C'est sûr. Déjà, en tant que parent, c'est la base pour pouvoir être dispo pour nos enfants. Donc, c'est vrai. Est-ce que les grands-parents aujourd'hui sont un peu déstabilisés aussi par ce monde qui va vite? Et donc par les relations qui changent et ce qu'on disait, nous, en tant que jeunes parents, on va s'informer via les réseaux sociaux, via d'autres médias, et que parfois les grands-parents n'ont pas pris le rythme qu'est la vie de nos jours. Et ça a créé un peu une distance entre les générations. Je ne sais pas si ça peut créer une distance, mais ça peut créer en tout cas des difficultés. C'est pas la même chose que la distance, si vous voulez, quand même, hein, heureusement, mais ça peut créer des incompréhensions, et en particulier l'effraction du numérique dans la vie privée. Sans doute que les plus touchés sont les plus âgés, parce qu'ils ne sont pas toujours, encore il ne faille pas généraliser non plus, mais ils ne sont pas toujours branchés écran. Mais de fait, tout temps d'écran est un temps qui n'est pas passé dans la relation. Et ça, c'est très très compliqué pour les grands-parents, mais ça le devient aussi pour les parents, heureusement,
pour la santé mentale de leurs enfants, ça devient un problème d'avoir à table des gens qui sont vissés sur leur écran. Et ça, pour les grands-parents, souvent, c'est insupportable. Et il y a pas mal de grands-parents, et dans la conférence, j'ai eu beaucoup de... Je leur ai demandé d'abord d'écrire de façon anonyme la principale difficulté qu'ils avaient comme grands-parents. Après, j'ai recueilli tout ça, j'en ai fait un petit digest rapidement. Mais un des problèmes, c'est comment faire que nos petits-enfants ne soient pas sur leur écran. Oh. Mais c'est évident. Enfin, c'est évident. Mais c'est un déni de l'altérité. Et au lieu de profiter d'un monde différent, on se déplace avec le même monde. On a le même écran, on regarde la même chose. Ça, c'est un problème. C'est vraiment un problème dans la relation. Et souvent, les grands-parents sont démunis parce que quand les enfants ont l'habitude d'être sur leur écran, sur le plan du cerveau d'ailleurs, une fois qu'on arrête l'écran, les enfants souvent sont très énervés. Les écrans ne calment pas. C'est l'inverse. Quand on enlève l'écran, en général, on a des crises de colère. Donc, c'est très compliqué de gérer ça. Mais ça le devient pour les parents aussi. Aujourd'hui, il y a actuellement une discussion en cours pour qu'il y ait des lois, et heureusement, parce que c'est le trop d'écran dans les relations nuit aux relations. C'est terrifiant de voir quand vous êtes au restaurant, une famille où chacun est sur son écran. Alors pourquoi c'est terrifiant ? C'est pas le point de vue d'une passéiste ou d'une réactionnaire, mais c'est parce qu'on est essentiellement des êtres sociaux. Que notre cerveau, depuis 300 000 ans, Homo sapiens, s'est développé grâce à la relation. Je vous parle, je vous regarde, j'ai préféré d'ailleurs me déplacer, parce que c'est plus agréable. Et quand le cerveau social qui est le nôtre n'est plus en relation, on a des mécanismes qui dépriment l'individu. Donc, vous savez que le danger le plus grand pour la santé mentale, c'est la solitude, mais le défaut d'altérité est aussi un problème. Et donc, c'est un vrai problème, oui, aujourd'hui. Mais pour les grands-parents, beaucoup plus peut-être que pour les parents. Oui, parce qu'eux n'ont pas du tout connu une enfance basée là-dessus. Et puis eux-mêmes ne sont pas dépendants des écrans. Quoique, il y en a certains. Certains grands-parents. Mais les parents le sont de plus en plus. Oui, bien sûr. Une des premières conférences que j'ai faites dans le cadre de mes compétences d'addictologue, on m'avait demandé de parler d'addiction aux écrans chez les enfants. Et j'ai souhaité parler d'addiction des parents. Ce qui a été très surprenant, et j'ai pu faire ma conférence quand même. Mais c'est terrifiant de voir les parents addicts aux écrans, parce que c'est un temps qu'ils ne donnent pas aux enfants. Quand ils sont avec leurs enfants, on voit des mamans qui nourrissent, ou des papas, leurs enfants au biberon, tout en regardant les réseaux sociaux. Or, ce que l'on sait, là, c'est les neurosciences qui nous l'apprennent, c'est que quand vous nourrissez un enfant, au sein ou au biberon, et que vous avez un échange oculaire, vous avez une efflorescence d'échanges neuronaux et de contacts neuronaux. S'il n'y a pas on le sait par IRM, si vous n'avez pas ce contact oculaire, c'est l'électroencéphalogramme plat. Donc, vous voyez, c'est pas des idées juste ce sont pas des idéologies rances. C'est une réalité. Avant que le cerveau social d'Homo sapiens change, il va falloir un peu plus que 20 ou 30 ans. Ce qui est les changements qui ont été Absolument, opérés via les écrans. Sont presque tout ou rien. Dans la relation des grands-parents, quand ils divorcent, parce que ça existe aujourd'hui. De plus en plus. Voilà, des grands-parents qui divorcent, ça a quel impact sur les petits-enfants ? Alors, tout dépend de la manière dont le divorce se fait. Je suis allée voir ce week-end un film qui n'est pas un très grand film, mais qui traite de ce sujet, qui s'appelle « N'avoue jamais ». Et où on a un couple de grands-parents qui souhaitent divorcer. On voit que les parents adultes vont tout faire pour qu'ils ne divorcent pas. Parce que c'est leur maison de famille, parce qu'il y a 5 ou 6 petits-enfants, etc. Et donc, c'est de plus en plus fréquent. L'âge n'est plus une limite pour le divorce. Et on voit des gens qui ont été élever leurs enfants et qui, à 65-70 ans, divorcent. Je rappelle que dans plus de 70% des cas, ce sont les femmes qui demandent le divorce. Ensuite, comme pour les parents, tout dépend de la manière dont le divorce va se passer. Si ça se passe sans violence, les enfants peuvent s'y faire. Si ça se passe dans la violence, non pas le conflit, c'est encore différent, personne n'en sortira indemne.
Donc évidemment, pour les enfants, les petits-enfants qui ont eu l'habitude d'aller chez papy et mamie, ou peu importe les noms qu'on s'est trouvés pour éviter de comprendre qu'on est grands-parents, et qu'on va passer nos étés dans la journée, dans la maison familiale, ça peut devenir compliqué, bien sûr. Mais c'est une étape, c'est une épreuve pour les enfants. Bien sûr que c'est une épreuve. Mais c'est une épreuve qui est moins préjudiciable que si on voit, si on a comme modèle des grands-parents qui se disputent, qui s'humilient, et qui se maltraitent. Il ne faut pas sous-estimer le fait que les enfants peuvent être souvent rassurés, parfois ils le souhaitent, par les séparations quand il y a trop de violence et de conflits dans la relation. Mais c'est la même chose qu'avec les parents au final. C'est exactement la même chose. Sauf que, même si les parents se montrent très souples par rapport à beaucoup d'innovations aujourd'hui, pour ce qui est de cette espèce d'innovation, entre guillemets, sociologique qui est le divorce des grands-parents, pour certains, c'est compliqué à entendre quand même. Dans les représentations, une fois qu'on est grands-parents, on ne divorce pas. Notre vie est fichue, quelle idée. Il faut encore faire évoluer les représentations sociales. Oui, là, on va casser un cliché. Il y a une vie après 65 ans. Heureusement. En dehors de celle de grands-parents. Et c'est aussi pour ça, comme vous dites, que certains ne veulent pas être impliqués de grands-parents parce qu'ils ont envie de pouvoir vivre leur vie une fois que le travail est terminé et qu'ils ont cette liberté. Bien sûr. Mais je pense, mais ça c'est plutôt personnel, qu'on peut aussi revendiquer d'être grand-mère ou grand-père et avoir une forme de modernité. C'est une manière de faire évoluer le statut au lieu de le dénier. Aujourd'hui, on est plutôt dans un déni avec ces appellations en plus ou moins farfelues, je trouve. Et donc, il faut essayer de combiner les deux. Dire que les grands-parents ne sont plus les grands-parents d'avant. Absolument. En couple à la maison, à pas beaucoup bouger d'ailleurs. Aujourd'hui, on a plein de grands-parents qui voyagent énormément, qui, comme vous disiez, font beaucoup de sport, sont investis dans plein de choses, mais qui peuvent garder ce lien avec leurs petits-enfants parce que c'est très important pour les petits-enfants. Mais bien sûr. Et pour eux aussi. Bien sûr. C'est pas incompatible. Je sais pas si cette étude est vraie, mais j'avais lu une étude qui disait que les grands-mères qui s'occupent de leurs petits-enfants ont une espérance de vie plus longue dans ce rôle-là. Je ne sais pas si... je ne connais pas les travaux dont faudrait que je regarde. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que l'espérance de vie, le critère essentiel de l'espérance de vie aujourd'hui, c'est la capacité à avoir eu de bonnes relations avec ses entourages. Et vous avez une recherche de Harvard qui remonte à 80 ans, vient de sortir, qui s'appelle The Good Life. J'en ai parlé déjà, oui. Le titre est resté anglais, mais le livre a été traduit. Les gens ont été suivis sur plusieurs générations, depuis avant la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui. Donc on a 2, 3, 4 générations, avec des gens qui sont restés pauvres, des pauvres qui sont devenus riches, des riches qui sont devenus encore plus riches. Et tous disent que le facteur essentiel de qu'est-ce que c'est une good life, qu'est-ce que c'est avoir réussi ma vie, c'est être entouré de liens solides et de confiance. Donc, bien sûr, c'est un facteur. D'abord, c'est un facteur de résilience, puis c'est un facteur de soutien moral aussi. Moi, je vois des grands-mères que je vois des FAB, qui j'ai en thérapie individuelle pour un certain nombre de difficultés, qui sont grand-mères par ailleurs, et les moments passés avec leurs petits-enfants sont des vrais moments de soutien psychologique. Non pas que les enfants remplacent leur psychothérapeute, par exemple, mais pas du tout, mais parce qu'elles ont un plaisir à s'occuper des petits-enfants qui est en fait s'apparente à de la résilience. Ça leur donne beaucoup d'énergie, ça donne du sens à ce qu'elles font, et ça leur permet, je pense à une patiente en particulier, ça lui permet d'affronter sa maladie, la maladie de son mari, etc. Puis les enfants, c'est la vie, c'est ça, ça les maintient dans cette vivacité aussi. Absolument. Pour pas se laisser aussi plonger dans la solitude pour celles qui absolument. le sont. Bien sûr. Même si je vois, je sais pas si j'ai raison, je vois se pointer une tendance qui est actuellement, c'est plutôt les grands-parents qui bougent beaucoup et les petits-enfants qui restent sur le canapé. Et on est là encore dans une inversion. Et je pense que tous ceux qui vont écouter le podcast ont des exemples autour d'eux. Je parle des grands-parents qui ont 65, 70 ans aujourd'hui, et qui sont consternés de voir que leurs petits-enfants restent vissés sur le canapé avec un écran. Bien sûr. Il y a plus de sédentarité, on le sait chez les on petits. le sait, c'est une des raisons de l'augmentation, vous savez, de l'obésité en France chez les enfants, et dans la population générale, mais chez les enfants aussi. Alors si on est jeune parent, on va devenir
enfin, où on va devenir parent, qu'est-ce qu'on peut mettre en place avec les grands-parents pour qu'il y ait une relation qui soit bénéfique à tout le monde? Bien sûr, faire un peu de prévention, c'est ça Voilà. la question. La première chose, c'est si on a un projet d'enfant, si les relations sont bonnes, il faut déjà en parler à ses propres parents, ce qui n'est pas toujours le cas, dans ce que je vois. Et puis, c'est pouvoir échanger avec eux de qu'est-ce que ça va te faire de devenir grand-mère ou grand-père. Comment tu vois les choses? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Et moi, j'imagine que je vais avoir besoin de toi pour ça. Je vais aussi avoir besoin que tu sois là, peut-être les quelques jours après l'accouchement, peut-être même le premier mois. Enfin, il faut pouvoir discuter en fonction de chaque culture familiale de qu'est-ce qu'on attend de l'autre, qu'est-ce qu'on va pouvoir donner. Mais c'est très important. On voit les jeunes couples, on ne le dira jamais assez, la maternité, l'arrivée d'un enfant, c'est quelque chose de merveilleux, mais c'est aussi difficile. Et on est aujourd'hui sensible à la question de la dépression Du postpartum. du postpartum et la dépression aussi périnatale. Et vous savez qu'on a plus de 12% des mamans qui ont une dépression dans ce cadre-là, et on en repère 7 à 8%. Voilà. Et la cause de mortalité des jeunes femmes est devenue la première cause de mortalité, c'est la dépression en périnatalité. Donc c'est assez catastrophique. Ce qui ne veut pas dire que la solution soit l'investissement des parents, mais souvent il y a quand même des déficits de soutien, des déficits de cadres soutenants, affectifs autour. Donc il faut pouvoir discuter vraiment et pouvoir dire aux parents que oui, c'est une belle aventure, mais que comme toutes les aventures, il y a des moments où on a peur, des moments où on pense qu'on va pas y arriver, il y a des moments merveilleux, bien sûr. Mais c'est aussi du stress de devenir parent. Et il faut que, dans la mesure du possible, pouvoir en parler avec ses propres parents. Et puis, ne pas hésiter à imaginer que nos parents ont vécu ça aussi. Comment ils ont fait avec ça? Eux aussi ont eu peur quand on est arrivé. Comment ils ont géré ça? Et l'autre aspect important, je crois, de la discussion, c'est au fur et à mesure quand même du développement de l'enfant, les besoins changent. On va pas prévoir un programme d'intervention des grands-parents avant même que l'enfant ne soit là, parce qu'on ne sait pas dans quel état psychologique on sera. Il y a des moments où on peut avoir vraiment besoin de parents, des moments où on en aura un peu moins besoin. Ce qui est difficile à prescrire, si vous voulez, c'est la souplesse psychique et affective dans les familles. Plus les familles sont rigides, moins elles sont évidemment prêtes à remettre en cause des manifestations et des comportements. Donc, il n'y a pas une solution, mais ce qui est quand même très préventif de beaucoup de pathologies, c'est de pouvoir essayer de dire le plus gentiment possible, sans attendre que ça devienne une crise, où là, on lâche tout et avec un ton et parfois un contenu qu'on va regretter. Mais c'est de pouvoir, au fur et à mesure, dire à la fois combien on a besoin de grands-parents, donc de ses propres parents, dans quel contexte et sous quelle forme. Et ça, c'est très important de discuter de ce qui pourrait être vécu comme une effraction dans l'intimité des uns ou des autres. Mais ça, c'est réciproque. Hein. Les grands-parents qui sont sollicités sans arrêt par leurs enfants peuvent se sentir effractés et n'osent pas dire non parfois. Et puis, c'est difficile aussi, tant que l'enfant n'est pas là et qu'on ne sait pas ce que c'est de devenir parent. C'est bien vrai sûr, aussi, on n'a pas vraiment la conscience de ce dont on va vraiment bien avoir sûr, besoin. Donc ça va être une conversation au long cours. À toujours remettre bien sûr. au goût du jour. Comment est-ce qu'on peut faire quand on est vraiment à l'opposé sur l'éducation qu'on veut donner à nos enfants par rapport à soit ce qu'on a reçu, soit ce que donnent les parents du conjoint ou de la conjointe? Quelle discussion on peut avoir pour essayer de trouver un terrain d'entente quand vraiment il y a trop de disparités? Je pense que tout dépend de la qualité du lien affectif. Parce que si le lien est solide et respectueux, même si vous êtes en désaccord, vous serez en conflit. Mais le conflit n'est pas la violence. Si le lien aux futurs grands-parents n'est pas bon, n'est pas un lien de confiance, ça va très vite tourner à la rupture. Et de fait, on voit beaucoup de ruptures. Alors, ce qu'on peut faire, évidemment, c'est aussi une thérapie familiale. Mais je ne le dis pas parce que seulement je suis thérapeute familiale, mais parce que souvent, nous, on voit arriver des familles au moment où les violences et les ruptures se sont enquistées et ont laissé des traces. Et malgré la psychothérapie familiale, ces traces, elles vont rester. Elles seront un peu moins profondes, elles seront un peu plus cicatrisées, mais elles ont été, entre-temps, vécues, et y compris par les petits-enfants.
Donc, quand on voit qu'on n'y arrive pas, il faut consulter, il faut se faire aider. C'est très intéressant de pouvoir discuter de tout ça avec un tiers qui va apaiser les choses, qui va permettre à chacun de dire ce qui, derrière l'apparent conflit, se joue. Finalement, qu'est-ce qui se joue? Parfois, ce sont des règlements de compte qui n'ont rien à voir avec la façon dont les grands-parents s'occupent des petits-enfants. Mais peut-être avec la manière qu'on a eue de penser que nos parents étaient toujours trop présents, trop intrusifs, et c'est une manière de régler ses comptes ou de prendre de la distance. Et ça n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui, ici et maintenant, avec les petits-enfants. Donc parfois, quand ça devient vraiment trop douloureux, il faut pouvoir aller consulter, ça c'est clair. Parce que la thérapie va permettre aux deux générations de comprendre qu'elles sont aussi agies par l'histoire de leur propre famille. Pas que, mais un peu. De faire un peu de transgénérationnel. Bien sûr, et ça permet d'apaiser quand même pas mal de choses, vous voyez. Je sais pas si c'est commun. Moi, quand je suis tombée enceinte de ma première fille, j'ai eu besoin de connaître toute l'histoire familiale de mon mari. Donc, je suis allée voir les grands-parents de mes filles, de leur poser plein de questions parce que je voulais comprendre d'où venait ce que c'était l'histoire familiale. C'est un bon moyen, quand on devient parent, d'aller interroger les aînés, de leur donner part à cette famille qui se construit. C'est très intéressant, mais c'est pas toujours le cas. Mais c'est très bien, bien sûr. Je vois beaucoup d'adultes aujourd'hui qui regrettent de ne pas avoir interrogé leurs grands-parents. C'est vrai. Et franchement, qui se disent, mais tout ce que j'ai pas demandé, il est trop tard, je n'aurai pas la réponse. Et donc ça, c'est très important, bien sûr. Oui, elle a dû beaucoup intéresser ses grands-parents, votre démarche. Oui, enfin, c'était du coup ses parents à lui, parce que je voulais, oui. Bien sûr, les grands-parents, du coup, on a sorti futurs grands-parents de votre fille. Bien sûr, oui, on a sorti plein de photos, et c'était tout un pan de l'histoire de ma fille que je connaissais pas, donc ça m'intéressait vraiment. Bien sûr. Puisque j'avais la sensation de connaître plutôt bien la mienne, mais c'est vrai que c'est pas le cas dans toutes les familles, on connaît pas toujours son histoire familiale. On aime tous bien raconter notre histoire familiale. Ça, c'est sûr. Sauf quand on est dans des psychotraumas et que ça devient un tabou. Mais parfois, ça peut permettre aussi, pour des générations qui ont souffert, de raconter des choses qu'ils n'ont pas racontées. Et donc, je pense aux grands-parents maintenant qui sont en train de disparaître. Mais tous ceux qui ont été issus de la Deuxième Guerre mondiale, bien sûr. Ou ceux qui ont connu la guerre d'Indochine ou la guerre d'Algérie. Et c'est intéressant pour eux d'en parler, bien sûr. C'est une manière d'être reconnu aussi. Oui, c'est ça. J'ai eu la sensation qu'en faisant cette démarche aussi, je leur montrais qu'ils faisaient partie de la famille qu'on construisait et que ça m'intéressait vraiment de comprendre. Bien sûr. Et peut-être que parfois on est maladroit en tant qu'enfant, on n'inclut pas assez cette histoire familiale avec laquelle on est tous liés, en fait. Absolument. On pense, je crois, qu'on a toujours le temps de savoir ou d'apprendre. Donc c'est le rôle des grands-parents aussi. De transmettre. De transmettre cette filiation et cette histoire. Bien sûr. De raconter. Pour peu qu'on leur en donne l'occasion. Et j'ai pas rebondi tout à l'heure, vous me disiez que les grands-parents parfois disent des choses aux petits-enfants qu'ils ne disent pas aux enfants. Pourquoi on saute une génération? Pourquoi on s'autorise? Alors, on a des exemples, parmi les exemples magnifiques de témoignages, on a celui de Simone Veil. Dans Une vie, elle raconte qu'elle a pu discuter avec en particulier avec l'une de ses petites filles, de ce qu'elle avait vécu, même si ce qu'elle avait vécu dans les camps, elle ne pouvait vraiment l'échanger qu'avec les personnes qui étaient dans le camp avec elle. Et ses fils, j'ai lu des témoignages de ses fils, qui disaient on n'osait pas interroger maman. Et elle raconte, c'est un de ses fils qui dit, elle raconte à ma fille des choses qu'elle ne m'a jamais racontées, et parfois ça a été difficile pour moi. C'est vrai, indépendamment d'une histoire aussi dramatique. Je pense qu'il faut un certain temps, on l'a compris avec le trauma, mais c'est la même chose avec la honte. Il faut un certain temps, un temps très long, parfois presque toute une vie, pour pouvoir raconter à nos petits-enfants ce qu'on n'a pas raconté à nos enfants. Alors il y a le temps de l'élaboration psychique, c'est évident, et puis il y a aussi le fait que quand on est parent, on n'a pas forcément envie de faire porter ce poids à nos enfants. Parce qu'on est en responsabilité. Et puis une fois que nos enfants sont en responsabilité de nos petits-enfants, peut-être qu'on a envie de transmettre l'histoire. Mais il faut faire attention aussi de l'âge auquel on transmet. À l'âge auquel on transmet. Selon l'âge, les petits-enfants peuvent être très traumatisés par l'histoire. Selon l'âge, et aussi selon, ça c'est la transmission du traumatisme, selon l'émotion avec laquelle vous le racontez. C'est-à-dire que si vous pouvez raconter une histoire qui a été dramatique, sans être totalement désorganisé émotionnellement, vous n'allez pas transmettre le trauma. Vous allez transmettre l'histoire.
Mais si vous êtes désorganisé, vous êtes la grand-mère, par exemple, vous avez votre petit-fils de 16 ans, puis vous racontez ce que vous avez vécu enfant, ça a été affreux, et vous vous désorganisez, et vous vous mettez à sangloter, il est obligé de vous prendre dans les bras, de vous rassurer, de vous consoler, vous êtes inconsolable. Qu'est-ce qui va se passer ? Ce qui va être transmis d'abord, c'est l'émotion, qui va désorganiser aussi, ou en tout cas bouleverser le petit-fils. Donc, dans les transmissions des traumas transgénérationnels, c'est pas tant, au moment de la narration en tout cas, c'est pas tant le contenu que la manière dont on le raconte émotionnellement. Vous voyez ? Et de fait, sans doute, on n'est plus... je pense que c'est vrai un peu pour tout le monde dans notre monde occidental, on n'est plus tranquille avec quelques décennies de plus pour raconter nos avanies d'enfants ou d'adolescents qu'on ne l'aurait été à 30 ans ou 35 ans. Il nous faut un peu d'expérience et de maturité pour arriver à avoir de en la tout distance. Cas, il faut être moins ému. Je ne sais pas si c'est une question d'expérience ou de maturité. Je pense qu'il faut être moins ému parce que nous avons déjà vécu. Il faut l'avoir métabolisé nous-mêmes pour pouvoir en parler sans perturber les autres. Et je comprends que si ces autres en plus sont nos enfants, on veille à les protéger de ça. Tout en n'étant pas dans un secret qui va perturber le développement de la famille. C'est des exercices difficiles. Pour terminer, dans la conférence que vous avez donnée, qu'est-ce qui vous a le plus touché de la part des grands-parents aujourd'hui ? Beaucoup de choses. Leur volonté de bien faire. Et ce qui m'a le plus touché, c'est le sentiment que certains avaient de ne pas être reconnus. Et je pense que c'est un sentiment qui est extrêmement humiliant pour n'importe quel être humain, quel que soit son statut. Et l'impression qu'ils étaient has-been. Vous voyez ? C'est terrible. Surtout si ça vous donne l'idée que vous n'êtes plus utile dans la relation. Mais la relation ne passe pas par la technologie. C'est ce qui m'a le plus ému chez eux. Parce qu'en plus, dans cette conférence, j'avais sans doute aussi là encore un biais de recrutement. C'est pas n'importe quel grand-parent qui s'intéresse. Qui fait partie de l'association grands-parents européens, qui vont voir des conférences de psy. Ils ont parfois autre chose à faire, et là, ils étaient assez nombreux. Donc, ils ont vraiment envie de bien faire. Donc là, on a un biais de recrutement, si vous voulez, de gens qui se posent déjà beaucoup de questions et qui sont déjà, dans ce qu'ils disaient tous là, ils sont déjà très présents auprès de leurs petits-enfants, mais ils se sentent souvent, pas reconnus. Il y a un dernier mot que je voudrais ajouter, parce que les conflits peuvent aller jusque-là. Il y a des grands-parents qui ont perdu le contact avec leurs petits-enfants, et la loi existe aujourd'hui pour leur donner des droits de visite auprès des petits-enfants. Voilà, j'aurais envie de dire que quels que soient les conflits entre les grands-parents et les parents, les enfants ne doivent pas devenir une monnaie d'échange ou de contention ou de chantage. Les petits-enfants ont le droit d'avoir des grands-parents. Sauf si ceux-là sont très maltraitants, bien sûr, ou dangereux. Ça va de soi. Bien sûr. Et même au-delà de ça, ça veut dire que dans une situation de séparation des parents, où il y aurait utilisation justement d'empêcher les grands-parents de voir les petits-enfants, légalement, c'est pas possible. Ah non, légalement, c'est impossible. Mais il faut faire une procédure. En général, ce sont des procédures qui sont très difficiles émotionnellement. Et en plus, ce qui va être l'enjeu, c'est que la procédure, elle est faite par les grands-parents, bien sûr. Elle n'est pas faite par les parents, la plupart du temps. Et les parents disqualifient les grands-parents. Donc pour l'enfant, c'est tout sauf facile. Quand vous arrivez à la procédure, c'est que les parents n'ont pas reconnu le droit à leurs enfants d'avoir des grands-parents. Donc même si la procédure l'exige, il y a hélas beaucoup de risques que les parents disqualifient les grands-parents. Donc ce sont des histoires très douloureuses et qui abîment tout le monde, les 3 générations, et qui surtout abîment le futur des petits-enfants. Mais au moins de savoir que les grands-parents ont des droits, c'est important. C'est très important. Et pour certains enfants, c'est important que les grands-parents fassent la démarche, parce que parfois les parents sont maltraitants. La ressource, c'est les grands-parents, et c'est important pour eux que les grands-parents le fassent. C'est une manière de ne pas les abandonner. C'est vrai. Merci beaucoup, Myriam. C'était passionnant. Je vous en prie. Merci. Avec grand plaisir un jour pour reparler d'addiction. Avec plaisir aussi. Tout ce dont vous êtes spécialiste. Et j'espère que ça aura donné des petites idées aux parents, aux grands-parents, ou en tout cas d'essayer de faire en sorte que la relation soit la plus bénéfique ou oui, bien sûr. la plus adéquate possible pour les enfants, les petits-enfants. Ça peut être tellement riche d'avoir des grands-parents. C'est vrai. C'est chouette d'avoir des grands-parents. Ah oui. Moi, j'ai eu des grands-parents extraordinaires. Non, c'est vrai que c'est chouette. Et je vous rejoins sur... J'ai perdu tous mes grands-parents de dire...
J'aurais dû poser des questions, j'ai pas posé cette question. C'est dur de se réveiller adulte et de se dire mince. Oui, mais vous n'êtes pas la seule. Oui, je sais. Merci beaucoup, merci. Merci à vous. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de la Matrescence. Merci infiniment pour votre soutien. Si vous voulez découvrir de nouvelles pépites, n'hésitez pas à aller sur le site www.lamatrescence.fr. Vous pouvez également vous abonner à la newsletter qui sort tous les vendredis. Rendez-vous également sur le site pour pouvoir vous inscrire. Ensuite, vous devez vous abonner sur votre plateforme d'écoute pour pouvoir recevoir les notifications. C'est ce qui fait grandir ce podcast. Merci infiniment et continuez de partager ce savoir autour de vous. Je sais que c'est comme ça que beaucoup des auditrices et des auditeurs ont découvert ce podcast. Alors un grand merci. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine.